Bonjour, dans le cadre des webconférences, je vais vous parler de la place de l'hypnose chez les patients suivis en médecine interne. Donc, je suis le docteur Sandrine Morel-Dubois, je suis PH en médecine interne au CHU de Lille. Donc, quand on cherche notamment sur l'impact du stress et sur ce qui a déjà été trouvé en hypnose, on sait que dans la réponse au stress, différents systèmes sont impliqués, tout ce qui est cerveau, tout ce qui est système nerveux autonome, tout ce qui est système également endocrinien. Notamment, le système nerveux autonome, par son axe parasympathique et sympathique, va être une des réponses privilégiées du stress avec des impacts sur différents organes de l'organisme. La réponse au stress, ça les neurosciences l'ont bien prouvé, va du coup impacter directement le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien ainsi que le système immunitaire par notamment des axes de rétrocontrôle. Les conséquences du stress ont un effet délétère sur à la fois la santé psychique et sur la santé physique. On sait également qu'elles ont un effet délétère sur le cerveau en entraînant des mémorisations et des restitutions anxieuses qui parfois sont inappropriées et qui peuvent générer des troubles de panique, des stress post-traumatiques, mais également engendrer même des troubles somatoformes. C'est McEwen qui a beaucoup travaillé sur la charge allostatique, notamment en montrant que l'allostasie était quelque chose qui pouvait déséquilibrer l'organisme et que cette allostasie prolongée était notamment très impactée par tous les événements de vie stressants, les traumatismes, mais également les états de santé avec maladies chroniques ou autres, et que si on n'était pas bien accompagné pour faire face à ces différents événements, il y avait un gros impact sur la santé psychique et la santé physique. Alors, en ce qui concerne l'hypnose, est-ce que l'hypnose est une réalité? Beaucoup de médecins et de scientifiques se sont penchés sur l'hypnose et notamment les différentes recherches ont bien montré que l'hypnose avait un impact sur une zone en particulier qui est le cortex singulaire antérieur au niveau cérébral. Et on sait que quand on fait des études en imagerie fonctionnelle ou en EEG, on voit bien qu'en TEP et en IRM fonctionnel, les zones justement du cortex singulaire antérieur et les zones préfrontales qui vont gérer notamment les composantes affectives et cognitives de la douleur vont être modulées par l'hypnose. On sait également qu'en EEG, un patient qui est mis sous hypnose va moduler notamment les zones cérébrales qui vont se mettre en activité quand on est dans un état de concentration intense ou de stress intense. Plusieurs études ont été faites, notamment sur l'intérêt de l'hypnose en chirurgie, avec en périopératoire, on constate chez les patients qui ont pu bénéficier d'une séance d'hypnose une diminution de 50% de l'anxiété et de la douleur par rapport à un patient qui n'en a pas bénéficié ou qui a bénéficié d'une simple relaxation. On sait également que les patients qui ont pu bénéficier en périopératoire ou en péropératoire d'une séance d'hypnose vont moins consommer d'opiacés. Et une étude menée actuellement dans le service de chirurgie digestive et de transplantation du CHU de Lille va dans ce sens. Une autre maladie chronique, notamment la maladie de Crohn, a pu bénéficier de plusieurs études sur l'intérêt de l'hypnose et qui montrent bien chez une population pédiatrique que chez les patients qui bénéficient de séances d'hypnose et d'apprentissage d'auto-hypnose vont avoir une amélioration notamment sur la vie sociale et sur la vie scolaire, avec notamment une diminution de l'absentéisme mais également une diminution de l'intensité ressentie des douleurs. Alors, pour parler plus particulièrement de l'hypnose, donc évidemment, on est très loin de ce que véhiculent les médias euh, et très loin de ce petit dessin que je vous ai mis sur Disney qui avait introduit en premier la pratique de l'hypnose. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que en hypnose, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a avant tout ce qu'on appelle la communication thérapeutique. La communication thérapeutique est fondamentale puisqu'on sait que dans la relation dans le soin, encore plus à l'hôpital, il y a une relation qui est complètement asymétrique et qui est très ascendante avec un soignant qui dépose, qui détient un savoir,
un soigné qui est dans un état de vulnérabilité, qui est également très touché dans l'émotionnel et qui peut avoir même parfois un ressenti qui va être distordu par l'impact émotionnel de l'hospitalisation. On sait également que dans les études médicales, on est très formé sur le savoir-faire, mais ces études médicales pêchent un peu sur tout ce qui est la notion du savoir-être, alors que ces deux notions sont indispensables dans la prise en soin des patients. On sait également qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Il y a la communication verbale que tout le monde connaît. Ce sont évidemment les mots qu'on dit. Mais il y a un autre mode de communication qu'on appelle la communication non verbale et paraverbale et qui va inclure des choses sur lesquelles on a moins d'impact, notamment la posture, le ton de la voix, la tonalité, les gestes, le regard, la manière de se comporter face à quelqu'un. Et cette communication non verbale et paraverbale a un gros impact sur les gens de manière générale, mais encore plus chez des patients qui sont dans des états de vulnérabilité. Et donc, en hypnose, on apprend également à bien se poser sur ces différents types de communication. Alors, si je n'arrive pas à vous convaincre sur la communication, je vous montre des images qui se passent de commentaires. On voit bien en effet que on n'a pas besoin de mots pour savoir ce qu'il se passe, hein. Voilà. Et puis, malheureusement, on voit beaucoup de soignants qui pensent être empathiques, mais qui ont vraiment une attitude, j'allais dire, même une contre-attitude de soignant, avec un gros problème de congruence entre les mots qu'ils disent et ce que leur corps va véhiculer dans la communication. Donc, en fait, ce sont des fondamentaux, hein. Regarder le patient quand on lui parle, tenir compte de qui il est, tenir compte de sa vulnérabilité. Et c'est ainsi qu'un soignant peut devenir plutôt placebo en accompagnant bien le patient ou être parfois très anxiogène et devenir un soignant plutôt nocebo. Alors, en hypnose, on va travailler également sur l'hypnose conversationnelle. Donc, l'hypnose conversationnelle, elle est basée sur le respect, l'empathie, le fait qu'on ne va pas utiliser de négation, qu'on va plutôt utiliser l'effet placebo dans la communication tout en disant évidemment la vérité et la réalité au patient. Il est hors de question de mentir à un patient. Utiliser parfois des techniques de confusion. Et donc, c'est une manière de parler avec un ton calme, régulier, en reprenant les mots du patient, éviter de parler comme si le patient n'était pas dans la pièce, et déjà utiliser des techniques qu'on pourra aborder un petit peu plus tard dans la communication, qui sont le pacing et le VACO, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Éviter surtout dans la communication par le langage hypnotique tout ce qui est négation et effet placebo, parce qu'en fait, fondamentalement, le cerveau n'est pas fait au départ pour entendre la négation. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à un éléphant rose, normalement, 80% des gens vont penser à un éléphant rose. Si vous dites à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir mal, le patient, en fait, ce qu'il entend, c'est le mot qui fait peur. Et tout ça a bien été démontré par les sciences fondamentales, puisque quand vous dites à quelqu'un, quand vous lui parlez déjà de douleur, ou quand vous lui dites, attention, je vais piquer, attention, je mets l'aiguille, en IRM fonctionnel, on voit déjà que la zone qui gère la douleur va se préallumer. Et donc, en fait, c'est une manière de parler qui va plutôt être tournée vers des formes affirmatives en projetant vers quelque chose de positif et évidemment sans jamais mentir au patient et en restant vraiment au clair avec la réalité de ce qui se passe. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'hypnose formelle, qui est plus difficile à apprendre. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, où en fait, on pense évidemment qu'on va finir comme cette dame dans cette séance ou comme avec ce célèbre hypnotiseur de spectacle. Mais il n'y a évidemment aucun rapport dans le soin. L'hypnose, c'est simplement un état modifié de conscience qui va être accompagné par l'hypnothérapeute. C'est une manière un peu de se mettre au calme, de baisser un peu l'hyperactivité cognitive et de se poser un peu et de travailler également sur la régulation émotionnelle. Donc en fait, c'est finalement juste amener un patient ailleurs. Donc c'est avant tout une rencontre, une relation qui est importante, hein. Ce qu'on va travailler, ce sont ce qu'on appelle des séquences d'acceptation, des phrases de transition. On va essayer de chercher les ingrédients clés, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour le patient. Si on veut l'amener ailleurs, il faut évidemment l'amener dans le monde qui l'apaise pour lui, pas le vôtre. Donc ça va se passer par de la communication. Et puis ensuite, on va travailler sur les séquences de focalisation, d'induction, de dissociation.
Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir introduire notamment l'hypnoanalgésie et pouvoir, par exemple, en parlant en pacing et en VACO, on va pouvoir projeter le patient et intégrer un geste douloureux pendant la séance d'hypnose, quand notamment il s'agit d'hypnoanalgésie pour accompagner un geste invasif. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le retour et la suggestion de ressources. Alors, pour cela, on va beaucoup utiliser deux techniques qu'on appelle le pacing, qui est une manière de parler en se synchronisant sur le rythme respiratoire du patient pour ralentir le rythme respiratoire et en parlant sur l'expiration du patient avec un ton de plus en plus bas. Donc, je vous ai mis en photo en bas le roi du pacing que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Et puis, on va beaucoup, dans la communication, stimuler ce qu'on appelle le VACO. Le VACO, en fait, c'est un acronyme pour parler des différents canaux sensoriels du patient. C'est comme si on allait peindre de manière sensorielle le lieu de sécurité dans lequel le patient souhaite s'évader. Alors, en médecine, il y a trois niveaux de travail en hypnose. Il y a d'abord, pour les patients qui ont une gestion difficile de l'hospitalisation, là, on va travailler sur ce qu'on appelle le lieu de sécurité aspécifique. Puis, après, on peut l'utiliser sur le niveau de l'hypnoanalgésie. Là, on va plus travailler sur plusieurs techniques que je détaillerai après. Et ensuite, il y a l'intérêt de l'hypnose dans les maladies chroniques. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite des années de formation pour l'hypnothérapeute. Alors, en hypnoanalgésie, on va travailler de manière différente. Sur les gestes courts, on va plutôt utiliser des techniques de distraction, du langage hypnotique ou des techniques de confusion. Et par contre, sur des gestes très longs qui peuvent durer une demi-heure, une heure, voire 2 heures. À ce moment-là, on va même combiner plusieurs techniques, notamment le lieu de sécurité avec intégration du geste douloureux, également des techniques d'ancrage et des techniques dites de gants magiques. Voilà. Pour le vécu de l'hospitalisation, on a développé dans le service, avec le docteur Chikoun, le docteur Farhat et moi-même, une étude qui s'intitule Hypnostress et qui est vraiment l'intérêt de l'hypnose médicale dans le ressenti du stress et du vécu d'une hospitalisation en travaillant sur le lieu de sécurité aspécifique. Donc en fait, deux échelles ont été utilisées, l'échelle ESTAI-ETA, ESTAI-TRE, qui, ces échelles ont le mérite d'évaluer le stress et l'anxiété chez les patients, avec ESTAI-TRE qui est en gros le trait de personnalité du patient, est-ce qu'il est anxieux, est-ce qu'il est stressé, et ESTAI-ETA qui est une échelle qui va évaluer le pic de stress qui peut être déclenché chez n'importe quelle personne qui va être hospitalisée ou soumise à un autre stress. Donc, cette étude a eu des résultats très intéressants, puisqu'en fait, on voit bien que pour les patients, quand on essaye d'évaluer ESTA-I-ETA, on voit bien que chez les patients qui ont bénéficié d'une séance d'hypnose, on retrouve une amélioration très significative du stress durant l'hospitalisation, avec un petit p à 0,003. On voit bien également que cela perdure jusqu'à la fin de l'hospitalisation, alors qu'en fait, il n'y a pas comment dire, de changement sur la personnalité stressée ou pas du patient, mais ce qui est attendu, puisque pour ça, il faudrait travailler autrement. Et on voit bien également que ce résultat a été retrouvé également sur les questionnaires d'évaluation du ressenti de l'hospitalisation avec les patients qui avaient bénéficié d'hypnose, qui ont eu un meilleur vécu de l'hospitalisation. Alors, dans la maladie chronique, c'est une autre manière de travailler qui, comme je le disais, nécessite beaucoup plus de formation, beaucoup plus de compétences en hypnose. Et là, on va travailler plutôt sur la douleur chronique, la fatigue, la qualité de vie en travaillant sur de l'activation de ressources. Donc, le déroulement est beaucoup plus complexe, hein. En fait, c'est déjà savoir quel est le motif de venue du patient, quelles sont ses attentes. Il faut souvent déconstruire les mauvaises idées qu'il se fait de l'hypnose et essayer de travailler avec eux sur pourquoi la douleur ou la fatigue sont complexes. On ne travaille pas juste sur, comment dire, juste la nociception de la douleur, mais également le vécu émotionnel de la douleur, le vécu cognitif. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus complexe. Bien dédramatiser surtout des choses que les patients ont beaucoup entendues et qui sont vraiment terribles sur le fait que
leur douleur, c'est dans leur tête. Ça, c'est quelque chose qui est très, comment dire, très anxiogène pour les patients. Et ça, c'est quelque chose où on doit prendre vraiment beaucoup le temps pour bien expliquer aux patients que la douleur, c'est partout, hein. C'est dans le corps, c'est dans les émotions, c'est dans la tête. Quand on dit à quelqu'un, c'est dans votre tête, en gros, on lui dit, vous inventez votre douleur. Et ça entraîne un très mauvais vécu chez le patient. Donc en fait, c'est partir un peu en arborescence du symptôme pour voir un petit peu quelles sont les conséquences des symptômes sur la vie du patient, mais quels sont également les soutiens que le patient reçoit, ce qui permet d'avoir en fait une espèce de cartographie de la vie du patient et des ressources qu'il a ou qu'il n'a pas, et notamment des impacts sur sa vie professionnelle, familiale et sociale. Donc, une petite technique d'hypnose qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle le portrait chinois, qui va en quelques phrases donner en fait au patient des images qui vont un peu représenter soit les valeurs qui sont importantes pour lui, soit ce qui le freine, soit sur quoi il peut s'appuyer pour pouvoir avancer dans son quotidien. Donc, c'est une technique qui est assez amusante, mais qui fonctionne vraiment très bien chez les patients. Et puis, dans le déroulement de ces consultations, on va essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Moi, je fais beaucoup de prescriptions qui peuvent paraître étonnantes, c'est-à-dire que sur des ordonnanciers, on va leur prescrire des tâches, notamment pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Des techniques comme le scanner corporel, qui est pas mal utilisé également en sophrologie et qui leur permet, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est reproductible très facilement pour les patients. Et par la suite, on va beaucoup travailler en fait avec d'autres techniques pour pouvoir améliorer la qualité de vie et pouvoir permettre aux patients qu'il puisse retrouver un peu les ressources qu'il a perdues en lien avec sa pathologie chronique, avec des techniques d'ancrage, d'apprentissage de l'auto-hypnose. Et par la suite, en fait, on va vraiment plus se focaliser sur le symptôme, mais plutôt sur la qualité de vie du patient. Voilà, donc comme petits exercices, c'est des prises de conscience de respiration, hein, avec des fiches qui vont plutôt nous aider chez les patients très scientifiques et des fiches qui vont plutôt nous aider chez les patients qui sont plus, comment dire, axés sur la nature, le bien-être de la nature. Donc on peut avoir plusieurs manières de s'adapter aux patients. C'est ça qui est vraiment le plus important, c'est de s'adapter à chaque type de patient. Il y a ce qu'on appelle aussi des métaphores d'induction de changement, puisque comme vous le savez, parfois une simple métaphore va pouvoir permettre à n'importe quelle personne de mieux comprendre la modification qu'il y a à mettre en place plutôt que de perdre du temps avec un grand discours. Notamment, par exemple, la métaphore de la mère d'Aral est vraiment très intéressante pour des patients qui sont vraiment dans des structurations un peu d'épuisement, de toujours, toujours aider les autres sans jamais prendre soin d'eux. Donc, c'est une métaphore que je vous laisserai découvrir par vous-même et qui est vraiment très intéressante pour les patients. Également, l'apprentissage de petits exercices de cohérence cardio-respiratoire. Et ce qui fait qu'avec tout ce panel d'exercices, en essayant justement de bien partir du patient, de savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qui est important pour lui, comment on peut l'aider à réactiver tout ce qu'il a un peu perdu par l'état de maladie chronique, eh bien petit à petit, on arrive à aider mieux le patient. Et ça, c'est vraiment la base du fondateur de l'hypnose médicale, Milton Erickson, qui a toujours dit toutes les ressources sont dans la personne. L'inconscient est un grand magasin de ressources. Donc pour terminer, je souhaiterais dire qu'avant tout, le plus important, c'est qu'il ne faut jamais sortir de son cadre de compétences. Il faut connaître ses limites, il faut toujours travailler en réseau. Il faut s'assurer évidemment de la sécurité du patient, comment il est encadré, pour pouvoir justement l'aider au mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté. Merci.